Je vous remercie pour cette présentation. Donc, encore une histoire des protestants en France. Encore une sortie en 2017, c'est-à-dire l'année du 500e anniversaire de la réforme de Luther, qui a été l'occasion de multiples manifestations, commémorations et publications. Oui, mais cette histoire-ci, ce livre-ci, est original. En effet, ce sont des textes sources représentatifs de moments qui constituent l'armature du livre. Ces moments, ces textes sont reliés entre eux par une trame assez légère et chacun est éclairé par un commentaire. Mais ce sont bien les textes qui commandent le récit historique. En quelque sorte, les textes sont comme les grands personnages, comme on faisait l'histoire en d'autres siècles. L'histoire à partir des personnages, là, c'est l'histoire à partir de textes qui sont représentatifs de moments. Le titre du livre, Rebelles de la foi, c'est le fil rouge, le fil conducteur des différents moments du XVIe au début du XXIe siècle. Et donc on a 24 textes, 24 moments répartis en 7 larges séquences. Alors un découpage assez classique, première partie sur le XVIe siècle, avec entre autres l'affaire des placards, le début des guerres de religion et Coligny, la Saint-Barthélemy, puis un chapitre sur le XVIIe, une section sur le XVIIe siècle, qui est inaugurée par l'édit de Nantes, et avec le siège de La Rochelle, les dragonnades, et puis la révocation de l'édit de Nantes, ça fait un ensemble. La troisième partie est consacrée à la guerre des Camisards. Alors, en quelque sorte, la troisième partie, c'est une partie plus inattendue, qu'elle représente une section à elle toute seule, c'est peut-être plus inattendu, mais on voit bien que c'est la section centrale, en quelque sorte, le moment miroir du titre, Rebelles de la foi. On pourra y revenir. La quatrième section part du début du XVIIIe siècle avec la déclaration de 1724. Là, il y a un honneur peut-être un peu exorbitant pour Joly de Fleury, mais qui se comprend évidemment. Et puis l'affaire Calas, le mémoire de Malesherbes sur le mariage des protestants et les articles organiques de 1802. Ça, donc une section début 18e, début 19e. Puis deux sections sur le 19e, plutôt une section, le 19e siècle, les protestants dans la société, en particulier le moment des écoles maternelles et puis le moment de la Société de l'histoire du protestantisme français. Merci pour ce coup de chapeau. La sixième section, c'est 19e et un peu 20e siècle, avec la faculté de théologie protestante de Paris. Merci aussi pour le coup de chapeau, puisque j'y ai enseigné longtemps, inaugurée en 1879 par Jules Ferry, puis la loi de 1905, les thèses de Pomerol de septembre 1941, qui ont été rédigées, publiées après le deuxième statut des Juifs de juin 1941. Et puis la dernière section, intitulée Histoire, mémoire et identité au XXIe siècle. Et là, il y a un seul texte, un discours du président Jacques Chirac au Chambon-sur-Lignon, à la mémoire de ces résistants. Et il y a le contexte de ces résistants qui ont abrité et sauvé des enfants juifs donc ces gens du Chambon. Et le discours de 2004, évidemment, se situe dans le contexte d'un regain d'actes antisémites, d'une part, et puis la montée du Front National. Donc on voit bien l'intérêt de ce texte et l'intérêt du choix du texte. Le choix des textes, d'une manière générale, est particulièrement heureux. Quelques-uns de ces textes sont connus, très connus. La plupart peu connus, et plusieurs sont même inattendus et bienvenus. Alors j'ai évoqué la naissance de la Société de l'histoire du protestantisme français avec l'article programmatique du président Charles Reed. Voilà, j'étais surprise et j'ai été heureusement surprise. De même, le discours de Jules Ferry d'inauguration de la faculté de théologie protestante, le discours de Chirac.
On trouve même parmi ces textes un inédit, un testament d'une femme de Brouzet, près d'Alès, dans les Cévennes, une femme ordinaire qui a été, en 1704, elle a été chassée de chez elle et déportée en quelque sorte, chassée de son village, parce que ce village était repéré comme un nid de camisards, et elle a été donc transférée dans un autre village. Elle fait ce testament dans cet autre village en disant qu'elle est réfugiée là. Elle a des enfants au refuge. Enfin, voilà, c'est un testament qui à lui seul, j'allais dire, non, à lui seul suffit à justifier le livre. Mais en tout cas, un des textes que j'ai trouvé le plus intéressant, alors que c'est un texte très très ordinaire, hein, et qui met en lumière une femme très très ordinaire et qui a pourtant vécu une histoire, qui a participé à une histoire extraordinaire. Donc il y a une variété des sources aussi qui est très intéressante. On a beaucoup de récits de témoins ou d'acteurs, alors des célèbres comme Coligny ou Chirac, ou des inconnus, des récits qui peuvent être des rapports, des correspondances, des mémoires, des discours d'acteurs aussi. Alors, David Feutry met bien en lumière donc le prisme de ces témoins, de ces acteurs, c'est leur point de vue, et souvent ces points de vue sont des reconstructions à distance des événements. Donc évidemment, il faut il faut analyser ces textes dans cette perspective. On a aussi parmi ces textes parfois des regards d'historiens. C'est le cas de Charles Reid, le fondateur de la SHPF, de Max Weber, de Philippe Joutard aussi. Et ces textes donnent à voir des moments de l'histoire. Alors des moments qui ne sont pas tous des dates, il y en a qui correspondent à des dates. Par exemple, l'affaire des placards, 1534, la Saint-Barthélemy, 1572, la Révocation, 1685, etc. Bon, bien sûr, il y a des dates, et des dates voilà, qui sont plus ou moins connues. Mais ces textes donnent aussi à voir des mouvements plus larges, des thèmes. Par exemple, le rapport des protestants alors, au XIXe siècle, leur rapport à l'école, leur rapport à l'argent, la cause des femmes aussi, ou encore des textes qui sont représentatifs de moments de l'historiographie, hein, par exemple Max Weber. On peut dire que ce livre est d'une grande lisibilité, non seulement typographiquement, hein, il est très... Bon, ça c'est le travail de l'éditeur, mais bon, il est très bien mis, très bien rendu typographiquement, avec une typographie différente pour les textes et pour la trame, qui est celle de David Feutry. Le propos est très clair, le découpage serré, et puis vous faites beaucoup appel à la culture générale du grand public. Donc vous citez des clichés, en montrant bien que ce sont des clichés, mais vous partez de là. L'État dans l'État, le plus beau jour de ma vie pour la Saint-Barthélemy, c'est Philippe II qui aurait dit cela. Mon grand-père vous a aimé, mon père vous a craint, je ne vous aime ni ne vous crains. Ça, c'est Louis XIV parlant des protestants. Ou encore la République est le régime qui nous divise le moins tiers. Enfin bon, voilà, des petites accroches comme ça, bon, qui réveillent une mémoire scolaire parfois un peu enfouie. Bon. C'est une histoire sympathique. Pas géographique, mais sympathique. Vous donnez à peine quelques coups de canif au grand récit. On peut dire qu'il y a eu un grand récit de l'histoire des protestants en France, qui a été bâti au XIXe siècle par des pasteurs historiens et qui a été repris et transfiguré, on peut dire, par Michelet. Avec cette grande épopée des protestants français, donc de la réforme de Luther, émancipatrice du peuple, au combat de la minorité protestante persécutée en France, hein, sous le drapeau de la liberté, et aboutissant à la Révolution française. En quelque sorte, les protestants français, l'avant-garde de la Révolution française, avec l'idéal de liberté. Ça, c'est ce grand récit. Vous le signalez bien comme un grand récit.
vous le reprenez d'une certaine manière, comme à la suite aussi de Patrick Cabanel, dont l'ouvrage est ici. Et, donc c'est un grand récit que Patrick Cabanel tient aussi à distance, mais qu'il reprend globalement en le réinterprétant, comme vous le faites aussi. Et bon, c'est aussi, si j'ose me citer, un grand récit que j'ai plus ou moins repris avec Jean Bobéro dans une autre histoire des protestants sous l'angle de la minorité en France. Donc, la grande trame demeure, prolongée, donc cette grande trame, le grand récit du 19e siècle, prolongé au 20e siècle avec, et c'est notamment ce que Patrick Cabanel a mis en valeur, le rôle joué par la minorité protestante dans la solidarité de combat contre l'antisémitisme, notamment au temps de Vichy, ou le rôle aussi des protestants français comme minorité active dans les questions de société. Ça, c'est plutôt ce que j'avais souligné dans l'histoire des protestants que j'ai faite avec Jean Bobéro. Donc, ce grand récit, vous le reprenez globalement, je pense à juste titre, en le rafraîchissant tout de même. Alors, j'en viens, puisque le but c'est de discuter, j'en viens à quelques questions que je voudrais vous poser. Alors, je vais les énumérer, comme ça vous permettra de recadrer peut-être ce que je vais vous dire. D'abord, une question sur le choix du sujet, une question sur le choix du titre, puis ensuite, il y a deux thèmes particuliers qu'on pourra évoquer, si vous le voulez bien, l'impact de l'édit de révocation sur l'émigration des protestants, que vous évoquez rapidement, et puis la question aussi du rapport des protestants à l'argent avec Max Weber, et puis enfin, peut-être reprendre la question de l'identité protestante que vous posez à la fois dans l'introduction et dans la conclusion. Alors d'abord, le choix du sujet, puisque depuis 10 ans, vous travaillez sur le Parlement de Paris au XVIIIe siècle, hein, vous avez fait votre thèse de l'École des Chartes sur Joly de Fleury, votre thèse de doctorat aussi, enfin, en élargissant le sujet. Et avec l'histoire des protestants en France, vous passez de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Alors, expliquez-nous. Effectivement, il peut paraître le passage. surprenant. Il peut paraître surprenant pour un historien qui a travaillé pendant une décennie sur une institution judiciaire de finalement s'intéresser maintenant aux protestants. En réalité, je veux dire, soit j'ai toujours chassé les protestants, soit ils m'ont toujours poursuivi. Pour la simple et bonne raison que, en travaillant dans le fond du procureur général, je trouvais systématiquement des références à des affaires concernant les protestants. Alors, ça ne m'intéressait pas sur le coup, puisque l'objet de ma thèse d'École des Chartes portait sur la fonction de procureur général, sur ses attributions et finalement sur son travail. Quand j'ai ensuite travaillé sur le Parlement de Paris, il me fallait une clé pour comprendre le Parlement de Paris, et cette clé a été le fond du procureur général, qui m'a permis, après avoir compris comment fonctionnait l'activité du procureur général, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait le Parlement de Paris dans son activité. Encore une fois, ce qui m'intéressait, ce n'était pas les affaires traitées par le Parlement, mais c'était bien son fonctionnement propre. Encore une fois, je trouvais dans les séries du Parlement ou dans les affaires traitées, dans les courriers envoyés par le chancelier au procureur général, des protestants. Et quand on m'a proposé chez Belin de faire un travail sur des sources, un travail sur la longue durée, ce que je n'étais pas habitué à faire, puisque j'étais l'historien, c'est ça, la recherche aujourd'hui, c'est qu'on vous cloisonne un peu dans un espace. Soit vous êtes spécialiste d'un groupe social, vous vous occupez des marchands, vous occupez des protestants, vous occupez des juifs, des francs-maçons, des présidents, des premiers ministres, soit vous êtes spécialiste d'une période, alors plus ou moins large, hein, vous êtes spécialiste de la Renaissance ou des guerres ou du XVIe. Moi, j'étais spécialiste, et on va dire modestement, du XVIIIe siècle et des institutions. Donc finalement, rien à voir précisément avec les protestants. Et quand on m'a proposé justement de faire une histoire sur la longue durée, je me suis dit, ah, il serait intéressant de travailler sur les protestants du XVIe siècle à nos jours. Alors, je connaissais bien
les protestants au XVIIIe siècle. Alors, je ne vais pas dire que c'est l'angle mort des études sur le protestantisme, mais j'avais une familiarité justement avec les archives concernant les protestants au XVIIIe siècle, et je me suis dit, alors on reparlera peut-être justement de la déclaration de 1724, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et en plus, là, il choisit. Ah, là, c'est sa danseuse, c'est Jolie de Fleury. Il a voulu faire de la publicité pour Jolie de Fleury et parler de cette déclaration de 1724. Alors, on en reparlera, effectivement. C'est un peu étonnant de voir la déclaration de 1724, mais elle a tout son poids et tout son intérêt dans cette évolution, parce que c'est une clé de compréhension du XVIIIe siècle et de qu'on a considéré longtemps comme l'avènement de la tolérance au fur et à mesure du siècle, où on passe au départ d'une intolérance totale, la déclaration de 1724, à 1787 et l'état civil reconnu. En fait, je m'étais aperçu, quand je lisais les lettres envoyées par Malesherbes, Malesherbes disait « Cette déclaration, elle est dans le fil droit de celle de 1724 ». J'avais lu la déclaration de 1724, je me disais « Mais il n'a pas compris. Enfin, il avait très bien compris, parce que Malesherbes avait été le substitut du procureur général Joly de Fleury. Donc, c'est celui qui l'avait aidé à faire son travail. Alors, pas celle de 1724, mais il avait été substitué après. Il avait travaillé avec Joly de Fleury. Donc, il connaissait très bien les archives. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant que la personne qui octroie un état civil aux protestants pense que l'auteur de la déclaration de 1724 a la paternité de l'état civil. Et donc c'est pour ça que j'avais intégré celle de 1724, qui permet de montrer que dès les années 1720-1730, on se pose la question, on n'est plus totalement intolérant, et on se pose la question finalement de l'état civil des protestants. Alors ça aboutit pas forcément, mais on se pose déjà la question. Alors pour revenir finalement à ce choix, effectivement, je me suis dit, pourquoi pas les protestants, puisque je connaissais bien l'époque moderne, je connaissais bien aussi le 19e siècle, et particulièrement le 18e siècle. Je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'un sujet qui était particulièrement intéressant, parce qu'on mettait en avant les sources. Et dans cette conception dans la conception de ce livre, c'est la question qui s'est posée au départ. C'est un peu finalement une gageure aussi, de faire une histoire des protestants. Alors, quand on voit Patrick Cabanel qui fait une histoire des protestants, ou vous-même, sur 400, 500 pages, 800 pages, 1000 pages, on se dit, bah oui, mais moi, j'ai pas tout ça. C'est-à-dire que j'ai 250 pages pour faire et le texte et les sources. Et là, ça devient compliqué de faire une histoire des protestants. On se demande finalement, méthodologiquement, puisque c'est aussi pour, alors peut-être un public averti, mais aussi le grand public, comment on va faire pour faire une histoire? Alors on a le choix. Soit on fait une histoire totémique. On va reprendre les grandes personnes. On va reprendre Lefebvre d'Étaples. On va parler de Luther. Et puis on va parler de Coligny. Et puis on parlera de... On a le choix, on peut parler de Jean Guiton, on peut parler ensuite des Camisards. Et puis au XVIIIe siècle, on peut parler de Malesherbes. Et puis on va parler de Guizot. Et puis comme ça, égrener de manière totémique avec des personnages. C'est une manière de faire. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les sources qui vont nous guider. Donc là, on aurait eu forcément des sources qui auraient été presque systématiquement des témoignages. Alors à chaque fois, on aurait eu à se dire, bah oui, mais c'est un témoignage qui a charge ou qui a décharge. Et finalement, on aurait fait une histoire en clair-obscur de chacun des personnages. Le deuxième choix, c'était de se dire, on va faire une histoire chronologique. Et on va scander l'histoire des protestants en prenant à chaque fois les grands événements. C'est ce qui est le plus simple. On prend les placards, on prend les guerres de religion, on prend la Saint-Barthélemy, on prend l'édit de Nantes, on prend la Rochelle. Je vais arrêter là parce que je m'aperçois que c'est le plan que j'ai choisi, mais vous allez voir que ce n'est pas totalement vrai. On prend 1685, on prend la guerre des Camisards, et puis il y a un problème, c'est qu'après 1787 ou après les articles organiques, il n'y a plus rien. On va arrêter notre histoire des protestants chronologique là. Ah si, on peut aller jusqu'à Pomerol, mais qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle et au XXIe siècle? On va dire pas grand-chose. Donc faire une histoire chronologique, elle n'est pas non plus satisfaisante, parce que c'est mettre en avant systématiquement les moments où les protestants ont joué un rôle particulier, donc dans le positif, ou bien ont été persécutés. Encore une fois, ça pouvait porter à critique en disant, encore une fois, c'est une histoire qui va être à charge ou à décharge, voire surtout, vous en avez parlé, une histoire qui est hagiographique.
Donc voilà, c'est les martyrs, c'est systématiquement les protestants qui sont martyrisés, qui sont persécutés. Ou inversement, on pourrait dire, c'est les protestants qui se rebellent. Donc le choix a été fait, vous l'avez bien signalé, de se laisser guider par les textes. Effectivement, il fallait mélanger cette histoire chronologique et totémique. Il fallait évoquer évidemment les grands moments du protestantisme. Mais l'idée, c'était de choisir des textes qui mettaient en avant chacune de ces périodes. Et ça permettait ainsi d'éviter le totem, le personnage, et d'éviter aussi le moment chronologique. Alors ce moment chronologique, il ne faut pas non plus se leurrer, on est obligé de faire une histoire avec des moments, avec des bornes importantes. Mais en réinvestissant les textes, on pouvait à la fois faire une histoire, je vais dire simplement illustrative, pour donner chair à cette histoire. Mais ça permettait aussi, et c'est pour ça dans la surprise des textes, ça permettait aussi de faire une histoire qui était une histoire historiographique, où on reprenait un événement à chaque fois. On essayait de montrer que cet événement que l'on considère aujourd'hui comme un moment important, 1598, à l'époque, 1598, ce n'est pas forcément le moment le plus important dans l'histoire du protestantisme. Peut-être bien au contraire, les protestants ne sont pas du tout d'accord avec ce qui a été fait par Henri IV. Donc ce sont ces moments qui ont guidé véritablement cette histoire. L'avantage aussi, c'est que ça permettait de parler des protestants jusqu'à nos jours. Si on choisit un texte de 2004, alors, pas de chance, le bouquin a été fini bien avant le discours d'Emmanuel Macron du 22 septembre 2017, mais s'il y a une réédition, fort à parier qu'on pourrait intégrer justement ce texte d'Emmanuel Macron, qui encore une fois, quand il parle véritablement des racines de la France, les protestants racines de la France, fait référence au passé de cette minorité. Voilà. Merci. Oui, c'est très. Vous avez bien éclairé le parti qui a été le vôtre de travailler à partir des textes et de mettre en avant ces textes qui sont représentatifs de moments, mais qui ne se limitent pas à une date. Maintenant, le choix du titre, Rebelle de la foi. Donc, Rebelle de la foi, vous essayez, et c'est tout à votre honneur, d'expliquer un peu cette foi, c'est-à-dire une foi qui n'est pas simplement l'adhésion à un dogme, à un système doctrinal, mais un ensemble de convictions intimes et de pratiques qui sont à la fois individuelles et partagées par un groupe. Donc une foi rebelle, une foi, on a pu parler du protestantisme comme la foi insoumise, pour reprendre le titre de Raphaël Picon. Une foi insoumise, insoumission à une autorité spirituelle humaine, à un magistère hiérarchique, insoumission au commandement de l'Église, une lecture autonome, critique des textes, la liberté de conscience, tout cela vous l'indiquez comme dimension de la foi rebelle. Et en même temps, il me semble que vous montrez donc qu'ils sont rebelles par leur foi et rebelles aussi, rebelles au sens politique, rebelles ou sociétaux aussi, si on peut employer le terme, par leur foi, à cause de leur foi. Et là, c'est le cas évidemment alors le cas dans les guerres de religion, le cas plus emblématique encore des camisards ou des résistants. Et alors là, c'est peut-être davantage rebelles, ces protestants rebelles, ça s'applique davantage aux protestants français, dans la mesure où ils sont une minorité qui a été ou persécutée ou tolérée, en tout cas perçue comme une minorité, et ces protestants français qui sont calvinistes. Et aussi, il y a aussi cette dimension-là qui différencie quelque peu le protestantisme luthérien du protestantisme calviniste, avec ses institutions démocratiques. Et ça, vous le mettez aussi, vous le soulignez aussi. Donc, je pense que c'est dans ce double sens de rebelle de la foi, c'est dans ce double sens que vous l'avez... Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant avec le titre, c'est qu'encore une fois, il fallait un titre qui englobe les protestants du XVIe au XXIe siècle. Il va paraître justement assez étonnant de prendre pour titre les rebelles de la foi. Parce que quand on pense à rebelles, on pense à Camisard tout de suite.
où on pense effectivement aux premiers protestants, aux premiers protestants qui vont s'opposer à l'Église catholique. Effectivement, le terme, vous l'avez bien expliqué, rebelle de la foi, il a fallu définir déjà la différence fondamentale de ces protestants français à partir du XVIe siècle face à l'Église catholique. Et donc, il y a cet aspect déjà de rebelle dans la religion, dans la foi. Il faut voir aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où se met en place le protestantisme, les protestants français, on va dire, sont doublement rebelles, parce qu'ils ne sont pas totalement inféodés à Luther, bien au contraire. C'est-à-dire que se met en place un système qui est propre au système français, avec, vous l'avez expliqué, les calvinistes, et qu'on a une autorité religieuse en France qui se retrouve totalement seule et totalement isolée. Parce qu'elle n'est pas comme Outre-Rhin, et elle n'est certainement pas comme la majorité religieuse en France. Donc il y a effectivement cet aspect rebelle dans la foi et dans la religion. L'autre aspect, vous l'avez bien souligné, c'est effectivement l'attitude de ces protestants, on va dire, face au pouvoir politique et dans la société ou dans la vie civile. Face au pouvoir politique, pourquoi rebelle? Parce que pendant les 3 siècles de l'Ancien Régime, ils constituent une minorité. Tant au XVIe siècle qu'au XVIIe et qu'au XVIIIe siècle, ils constituent, on va dire, le caillou dans la chaussure du roi. Au XVIe siècle, parce qu'on est à un moment où il va y avoir des affrontements meurtriers entre catholiques et protestants, encore au XVIIe siècle jusqu'à la prise de La Rochelle. Au XVIIe et pendant tout le XVIIIe siècle, les protestants vont d'abord être persécutés, puis le protestantisme va être interdit, mais jamais les protestants ne vont disparaître. Et au XVIIIe siècle, ils constituent une minorité active, avec les assemblées auxerres, qui font que on peut penser qu'ils constituent, le fait de se réunir comme ça au désert, constitue un acte de rébellion face au pouvoir royal. Dans la société aussi, à partir du moment où le protestantisme est reconnu officiellement, les protestants continuent, on a parlé de valeurs, on a parlé effectivement de la foi et de tout ce qui peut identifier cette foi protestante. Jusqu'à aujourd'hui, les protestants sont souvent, alors on ne va pas parler de rebelles, mais permettent d'avoir des opinions différentes et, on va dire, jouent un rôle essentiel dans des décisions qui peuvent apparaître comme totalement novatrices. Oui, je voulais juste reprendre. Vous dites que sous l'Ancien Régime, les protestants ont été une minorité, mais ils sont toujours Ils le une sont toujours, minorité. oui. Oui, Ils le sont d'accord. toujours, on est d'accord. Ça D'accord. n'a pas, Et, ça n'a pas changé. Ils sont c'est à la toujours fois une minorité. auto-perception Oui. de minorité et une image qui est renvoyée de l'extérieur. Et l'antiprotestantisme au XIXe siècle. Ça va être très Ou violent. encore, oui, enfin, bon, qui n'est. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'antiprotestantisme, sinon sous la forme antiprotestantisme visant le protestantisme à coloration étrangère, alors qu'il soit américain ou évangélique dans les églises issues de l'immigration. Là, on voit bien que, notamment dans les médias, l'antiprotestantisme, alors encore une fois, reporté non pas sur le protestantisme dit historique, mainstream, luthérien et réformé, qui est le plus intégré évidemment, mais il y a un protestantisme qui est perçu, qui est mal perçu aujourd'hui, notamment dans les médias. Donc l'antiprotestantisme n'a pas totalement disparu, même s'il est... il est porté sur d'autres... Voilà. Oui, donc voilà, rebelle de la foi, on comprend. Vous l'avez bien expliqué. Et c'est un titre que vous avez proposé vous-même. Oui, c'est un titre que j'avais proposé, que je l'ai proposé plusieurs, et c'est après plusieurs soubresauts, c'est celui qui a été retenu. Il y avait martyr de la foi, et rebelle de la foi, c'est celui qui finalement a plu le plus, qui est resté et qui permet d'englober véritablement les bornes chronologiques du sujet du XVIe au XXIe siècle. Oui, c'est vraiment le fil rouge du
dans du livre, oui. toutes ces Oui. composantes. Et des textes que vous avez Alors, sélectionnés. on n'en a pas parlé, mais rebelle aussi face à d'autres autorités. On voit pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a une rébellion des protestants. Alors, on parle de Chambon-sur-Lignon, on parle de Pomerol. La Systématiquement, CIMAD, la vous l'évoquez CIMAD, aussi, on oui. parle de la CIMAD aussi. Les protestants ont joué un rôle essentiel pour justement se rebeller contre des autorités qui pouvaient mettre en danger d'autres minorités, en l'occurrence les juifs. Et donc, Patrick Cabanel en a parlé beaucoup, vous en avez parlé beaucoup aussi sur les minorités. Et donc ce soutien à d'autres minorités a été particulièrement important pour les protestants durant les périodes les plus sombres de l'histoire de France. Pour reprendre une formule Bien connu. bien connue. Souvent. Alors, j'en viens à deux questions, deux thèmes plus particuliers qui peuvent susciter la discussion dans votre livre. Dans le chapitre sur l'édit de Fontainebleau et sa critique, donc de l'édit de révocation de l'édit de Nantes et sa critique en 1685, vous évoquez, mais assez rapidement, l'impact de l'édit avec l'émigration des protestants après la révocation, l'émigration dans les pays qu'on appelait les pays de refuge, le refuge. Vous l'évoquez rapidement et peut-être en restant un peu trop tributaire de la propagande protestante, je vais vous dire. Une propagande qu'a reprise Vauban, et donc voilà, vous citez Vauban, vous citez Saint-Simon aussi, et bon. Parlant de la faute politique qui a été la révocation, faute de Louis XIV, parce qu'il a, avec la révocation des l'édit de Nantes, il a appauvri la France et enrichi ses ennemis. Mais depuis les années 1990 environ, ce schéma-là a été pas mal remis en question. L'appauvrissement de la France, c'était finalement, même si c'était 180 000, à peu près 180 000 départs, mais pas d'un coup, quand même égrenés sur une décennie. Pour un pays aussi, c'est la Chine de l'Europe, oui. 20 millions d'habitants, un pays tellement c'est peuplé, négligeable. c'était une petite, c'était pas grand-chose. Enfin, en tout cas, on peut penser que finalement, c'était pas non plus un désastre, et que les départs ont été, évidemment, c'était une certaine catégorie de la population qui sont partis, et pas mal d'artisans et de commerçants qui, en effet, les artisans ont apporté leur savoir-faire à l'étranger, mais les historiens aussi relativisent beaucoup l'apport et l'apport de ces réfugiés dans les pays de refuge. Sauf évidemment le cas particulier du Brandebourg-Prusse, parce que là c'était un désert qu'il fallait, après la guerre de 30 ans, un désert qu'il fallait relancer. Et donc là, c'est un cas un peu particulier. Dans les autres pays, l'apport les réfugiés, l'arrivage en masse de réfugiés, ça a été une catastrophe, comme on peut le penser si on voit les proportions, si on se rend compte des proportions. Quand on dit que Genève a doublé sa population, il y avait un nombre de réfugiés égal à la population, on peut imaginer, en effet, l'effet n'a pas été, quand même pas été enthousiaste, ou plutôt, il y a eu un accueil enthousiaste au départ, et puis quand même assez vite, notamment en Suisse, parce qu'il y a eu aussi des crises agraires dans les années qui ont suivi la révocation en Suisse, ça a été une catastrophe. Et il fallait expulser les réfugiés qui le pays ne pouvait plus tenir. Donc, et maintenant, on se rend bien compte aussi de ce que a pu représenter l'impact de ces réfugiés dans les pays d'accueil, des pays d'accueil qui en ont souffert aussi. Donc, voilà, l'enrichissement, il a été dans certains cas, mais il n'a pas été aussi massif qu'on a pu le penser. Oui, vous avez raison. Alors, c'est la limite. Alors, j'en parle après dans les chapitres qui concernent la banque protestante. En réalité, la limite de l'ouvrage, c'est que quand on se concentre sur un espace qui est très déterminé, à savoir la France,
À partir du moment où on a des mouvements qui sont des mouvements de refuge, des départs, le choix a été volontaire, a été fait. C'était de ne pas évoquer la situation des Français à l'étranger, parce qu'on aurait pu, j'en ai parlé un petit peu avec Isaac Dumont-Bostaquet, qui va, lui, aller servir de nombreux pays protestants. Il va aller en Angleterre, il va aller ensuite, enfin d'abord aux Pays-Bas, ensuite en Angleterre. Donc j'en parle un petit peu. Oui. Mais effectivement, il aurait fallu faire 1 ou 2 chapitres supplémentaires pour parler de ces Français à l'étranger. Et là, l'idée, c'était uniquement de se concentrer sur l'une des premières critiques de la décision de Louis XIV. Donc le focus a été mis justement sur un choix politique qui est critiqué. Et ce qu'on voit, c'est que Louis XIV réussit tout. Il gagne toutes les batailles, il est de toutes les victoires, mais les premières critiques viennent justement de cette décision de 1685. Elle vient donc de Vauban, de la personne qui l'a aidé le plus à gagner, à construire ses victoires militaires, et elle viendra ensuite au XVIIIe siècle, alors bien après, on est d'accord, de Saint-Simon, qui a réussi à construire une légende dorée de Louis XIV, avec ce Versailles de papier de 1600 personnages totalement magnifique, mais qui ne manque pas, sur ce point, d'égratigner Louis XIV. Donc, il y a une volonté dans ce chapitre de construire un chapitre qui est uniquement franco-français en montrant, et c'est assez rare, une critique de la monarchie et une critique de Louis XIV. Alors évidemment, la situation de ces Français qui partent, alors c'est négligeable pour la France. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se posent sur cet édit de Fontainebleau et sur le dernier article. On voit justement qu'on laisse ouvert une porte, on ne sait pas trop pourquoi, enfin, on sait pourquoi, mais on laisse ouvert en disant que pour faire commerce, on tolère que les protestants restent. Euh, Vauban et Saint-Simon se sont interrogés déjà sur ce dernier article, alors que tous les articles précédents condamnaient de mort, de punition, de privation des biens. Donc il était assez étonnant. Et c'est pour ça, donc j'ai insisté sur cet article en montrant que finalement la porte était restée ouverte et Saint-Simon et Vauban critiquaient donc le problème commercial. Il est évident qu'à l'étranger, un afflux massif dans les villes ouvrières ou dans les villes où l'artisanat est important, ça a fait grogner les autochtones ou les artisans locaux, fussent-ils protestants. Tout l'intérêt, finalement, il va être sur la longue durée. Non pas tellement pour ces marchands à l'étranger, mais pour le Royaume de France, puisqu'il se constitue à partir de ce moment-là, au fur et à mesure des générations, des réseaux entre les personnes qui sont restées en France et toutes ces familles qui se sont dispersées dans le refuge. Et c'est là l'origine du succès de la banque protestante et au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, et surtout au XIXe siècle. Donc les fruits sont à récolter plus d'un siècle après, non pas par ces ouvriers qui sont restés ouvriers, mais par ces ouvriers qui sont devenus commerçants ou ces artisans qui sont devenus petits commerçants et qui progressivement ont réussi à bâtir, avec les lignées restées en France, des réseaux commerciaux, mais comme l'ont fait aussi les Juifs, les Rothschild à travers toute l'Europe. Et c'est là que finalement le refuge devient quelque chose de tout à fait positif pour les protestants parce qu'on a déjà un maillage européen qui est fait au moment où se développe le grand commerce. Vous avez raison, en effet, c'est la banque, c'est le développement de la banque protestante qui, en effet, en partie a prospéré par la révocation des dites notes, mais les réseaux étaient déjà constitués en amont, avec quand même une tradition d'envoyer les enfants faire l'apprentissage à l'étranger, à Genève ou en Angleterre. C'était quelque chose cette internationale protestante, c'est peut-être quelque chose qui est déjà que vous auriez peut-être pu davantage évoqué, mais je comprends tout à fait le choix. C'est les protestants en France qui était la limite, le cadre de votre livre. Alors une autre question aussi que dans un autre chapitre qui m'a intéressée, sur le chapitre sur les protestants et l'argent. Alors au XIXe siècle. Et là vous évoquez à ce propos la thèse de Max Weber, du sociologue du début du XXe siècle, et vous la présentez de façon très claire avec un extrait
assez significatif de la thèse. Mais dans votre présentation, vous dites aussi, vous donnez le dernier mot à Fernand Braudel en disant que cette thèse, elle est fausse. Bon, et vous citez Braudel dans un ouvrage sur la dynamique du capitalisme qui date de 1985. Hein. Et donc, vous laissez le dernier mot à Braudel. Bon, là, je pense que c'est peut-être pas très juste, parce que la critique de Braudel, elle porte sur une causalité que, selon Braudel, Weber établit entre protestantisme et capitalisme. Mais ce n'est pas la thèse de Weber, et d'ailleurs, vous ne la présentez pas comme cela. La thèse de Weber, c'est une corrélation, donc pas une cause déjà, mais une corrélation entre éthique protestante et esprit du capitalisme. Non pas le capitalisme en tant que tel, mais un esprit du capitalisme. Et donc, l'objection des banquiers italiens du XVe siècle qui est faite à Weber, elle tombe parce que, bien sûr, les banquiers italiens du XVe siècle, ils étaient catholiques, évidemment. Mais s'ils cherchaient leur salut, après tout, ils pouvaient chercher leur salut, mais ce n'était pas dans la fructification de leur argent. Au contraire, faire fructifier l'argent, c'était mal. Et donc, ils devaient racheter leurs profits. Hein, leur profit, c'était l'idéal, c'est l'idéal de pauvreté dans le modèle catholique. Et donc, il fallait racheter leurs mauvaises actions, de faire fructifier l'argent par des œuvres pies. Et donc, il y a une distorsion là. Et ce qu'apporte le protestantisme, ou en tout cas un certain protestantisme, tel que le suit Max Weber, c'est ceci. Les banquiers ou les entrepreneurs calvinistes, et il va chercher des exemples anglais, et donc évidemment ce contexte anglais ou anglo-saxon, parce qu'il est aussi américain, du XVIIe et XVIIIe siècle, on voit bien, enfin il montre bien cette affinité entre ces banquiers qui ont, eux, l'angoisse du salut. Hein, il n'y a plus dans le système protestant, il n'y a plus de médiation sacrée, sacramentelle, ou de possibilité de rachat par les bonnes œuvres. Et donc, il y a une angoisse du salut, une solitude inouïe, dit Weber. Et donc, ces banquiers ou entrepreneurs calvinistes, ils doivent chercher tous les jours, pas seulement le dimanche, mais tous les jours, les signes de leur salut et des signes qu'ils entrevoient dans l'activité, dans le travail, et donc du coup dans les fruits du travail. C'est une foi efficace dans les fruits du travail. Et donc l'éthique protestante, c'est une éthique du travail continu, sans relâche. Hein, et toute l'activité profane qui était rejetée du côté du mal, ou en tout cas de la médiocrité dans le modèle catholique, eh bien, cette activité profane, ce travail, il devient religieux. Le dévouement au travail, le travail dans une profession, c'est cela. Et la non-consommation, donc un ascétisme, mais qui est réinterprété dans le monde. Et donc, donc d'un côté, il y a une accumulation, mais pas seulement accumulation, il s'agit d'une croissance. En fait, c'est une idéologie de la croissance, une croissance continue. Et il n'y a pas de consommation, puisque c'est toujours une religion de l'effort, donc il n'y a pas de consommation. Et donc, il y a évidemment, du coup, une accumulation qui va constituer le capital. Bon, c'est ça la thèse de Weber. Vous l'expliquez bien. Mais du coup, est-ce que c'est faux? Non, il y a quelque chose. Non, je pense qu'il y a quelque. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose de vrai. Simplement, si on généralise et si on dit tout le protestantisme, non, la thèse de Weber, elle est trop générale pour ne pas être critiquable sur des tas d'aspects, mais qu'il y ait une affinité ou une corrélation entre une éthique protestante et un esprit du capitalisme qui ne rend pas compte de tout le capitalisme non plus, sans doute. Enfin, je sais pas si vous seriez d'accord avec moi. Si, ce qui est intéressant chez Weber, alors pourquoi j'ai mis le texte de Weber finalement? Non, mais c'est une très bonne idée. Hein. Pourquoi le texte de Weber? Alors vous avez très bien résumé ce qui était déjà dans l'ouvrage sur l'éthique justement les textes de Weber, justement, puisque c'est pas un ouvrage, c'est une somme d'articles qui ont été publiés au début du XXe siècle. Ce qui est intéressant chez Weber, c'est que, et justement, pourquoi j'ai mis Braudel à la fin, c'est parce que Braudel s'y intéresse seulement, et vous avez bien fait de donner la date, on est seulement dans les années 80.
Ça veut dire que c'est plus de 70 ans après l'écriture. Je n'ai pas dit la publication parce que c'est publié très tardivement en France, comme beaucoup d'auteurs allemands. Hein. Pourquoi Braudel? Eh bien parce que ça renvoie finalement à, on va dire, au malentendu aussi qui entoure Weber. C'est-à-dire que quand on parle de Weber, on parle effectivement de cette idée protestantisme égale argent et égale grande banque égale capitalisme. Ce qui est, vous avez totalement raison de le dire, ce qui est en partie vrai et qui s'explique une des modalités de l'effort, de cet effort protestant, c'est effectivement, il n'y a plus la possibilité de passer par des intercesseurs, il n'y a plus possibilité de passer par les œuvres, et donc il y a obligation de chercher des signes. Ces signes, vous l'avez très bien expliqué, c'est aussi expliqué dans l'ouvrage, c'est trouver des signes dans la réussite, et notamment dans la réussite sociale et économique. Ce qui est intéressant donc, dans la démonstration de Weber, alors elle est critiquable effectivement parce qu'il choisit différents exemples très précis qui lui permettent d'arriver à une démonstration qui est en partie vraie. Ce qui est intéressant en comparant Weber et Braudel, c'est que Braudel est fasciné en fait par Weber. Et ce qui est intéressant, et il le dit lui-même, c'est qu'on sait très bien que la démonstration, pas tellement les résultats, mais donc là j'ai pris qu'une citation, mais Braudel est fasciné par Weber. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi à démontrer quelque chose, vous l'avez dit, hein, qui est totalement, qui peut être vrai, c'est pas faux, mais c'est vrai, mais en utilisant des arguments qui, eux, sont critiquables. Mais quand on essaie de démonter la construction weberienne, on arrive toujours, on dit mais c'est faux, mais on arrive toujours à la vraie conclusion, à sa vraie conclusion. Et c'est ça qui fascine. On sait très bien que c'est, alors quand on dit que c'est faux, c'est ça, c'est que la construction, elle est fausse, parce qu'il a pris des exemples bien déterminés, des exemples ad hominem. Ah tiens, je vais prendre lui parce que ça va fonctionner, je vais prendre justement ces ouvriers-là qui sont en Bavière, ça va fonctionner. Et quand tout historien qui reprend la construction de Weber, qui est un sociologue au départ, le père de la sociologie, l'un des pères de la sociologie. Et quand on reprend la construction de Weber, on se dit, mais en tant qu'historien, mais ça ne peut pas marcher, parce que ce n'est pas universel. Ce n'est pas une construction qui est universelle. Et c'est ce qui chiffonne finalement Braudel, et c'est pour ça qu'il dit, c'est faux, c'est pas bon, c'est pas vrai. Et d'où cette citation, on dit, mais finalement, on est obligé de souscrire à un moment et d'être d'accord avec ses conclusions. Et c'est ce qui fâchait véritablement Braudel dans la construction weberienne. C'est qu'on a l'impression qu'il avait le résultat avant d'avoir la démonstration. Et avec ce résultat qui est vrai, il a construit par cet article une démonstration que tout historien, donc je ne dis pas sociologue, mais que tout historien, quand il cherche quelque chose, un schéma qu'on peut porter vers l'universel, il ne va pas retrouver. Et c'est justement ce que vous disiez dans un état du capitalisme, une éthique, et c'est effectivement ça. Ce qui empêche Braudel d'être d'accord avec Weber, c'est qu'il ne peut pas universaliser le propos. Parce qu'il a pris des arguments pour démontrer. Mais la conclusion, elle est bonne. Elle est vraie, et on retrouve ça indépendamment des thèses weberiennes dans le schéma général. D'accord. Alors, une dernière question sur l'identité protestante. Vous l'abordez dans cette question dans l'introduction, puisqu'il faut déjà que vous définissiez un peu votre sujet. Qui sont ces protestants? Et puis aussi dans la conclusion. Et vous montrez que, déjà, il y a un flou dans la désignation, protestants, mais alors il y a des luthériens, il y a des calvinistes, ou on dit réformés, il y a des évangéliques, c'est pas toujours très clair, et puis évangélique, le mot a changé de sens aussi entre le 16e, le 19e et aujourd'hui, donc à chaque fois, il faut repréciser les choses. Et puis, il y a aussi une multiplicité d'églises protestantes, de dénominations protestantes, une diversité d'églises, d'institutions, de doctrines, de pratiques, et tout ça est assez compliqué. Alors, dès le départ, vous évoquez donc ce qui peut rassembler ces diverses familles protestantes, c'est une communauté de valeurs. Alors, entre autres, l'école, le livre, l'école, également un engagement politique du côté de la liberté de conscience, la tolérance. Alors, les deux sont
proches et en même temps assez différentes. La laïcité aussi, la démocratie. Il y a aussi le rapport à l'argent. Et puis il y a aussi une certaine modernité, on va dire, dans les questions de société, notamment sur la question du statut des femmes dans la société. Voilà. Et donc il y a cette communauté de valeurs. En même temps, et ça c'est surtout à la fin que vous l'évoquez, vous dites que depuis les années 1960, un demi-siècle peut-être, un peu moins, il y a une recomposition du protestantisme, pas seulement en France, mais en France aussi, et qui se manifeste ainsi. Il y a, en tout cas en France, un reflux du protestantisme dit historique, on va dire luthérien et réformé. Il n'y a plus de banque protestante, dommage. Et il y a aussi un reflux en politique. Il y a eu une embellie brusque 81. en 81, et puis bon, et voilà, mais que vous expliquez. Enfin bon, voilà, vous en proposez une analyse qui est intéressante, avec le cas Jospin, hein, Jospin donc qui se déclare lui-même un protestant athée, hein, mais c'est une catégorie qui existe dans le protestantisme, hein, il n'est pas singulier là-dessus. Et donc il est à la fois donc, protestant par fils de pasteur, qui lui-même était en rupture avec son église, mais enfin bon, quand même, il a été marqué par ce protestantisme, et donc il est mentalement un protestant, et donc un protestant qui ne peut qu'échouer. Hein, c'est aussi, il a été battu à l'élection présidentielle en 2002, mais c'était pas un hasard en réalité. Hein. Vous dites que voilà, il y a quelque chose de normal, hein, dans ces protestants qui sont battus, qui échouent. Bon, et donc il y a donc cette déperdition du protestantisme qui a eu son heure de gloire au XIXe siècle. Et puis il y a néanmoins un intérêt persistant des médias pour le protestantisme en tant que minorité, hein, à côté de la minorité juive ou des francs-maçons, et ça fait toujours des numéros spéciaux, il y en a un dans l'année. Bon. Et la recomposition, elle tient donc d'un côté à ce reflux du protestantisme historique, et d'un autre côté à la croissance dynamique, au dynamisme du protestantisme évangélique, alors évangélique dans le sens contemporain, c'est-à-dire à la fois américain et issu de l'immigration ultramarine, on va dire, en tout cas en France. Hein. Et donc, là, actuellement, c'est difficile de donner des chiffres, mais probablement, il y a peut-être un tiers du protestantisme français actuel qui est dans ces églises issues de l'immigration, hein, qui n'est donc pas, peut-être la moitié, on ne sait pas, c'est très difficile d'avoir une vue précise avec des chiffres, peut-être la moitié, hein, du protestantisme qui est donc nouveau, un nouveau protestantisme qui du coup est déconnecté de cette histoire que vous avez construite avec vos textes. Alors, peut-être qu'on peut quand même, et vous interroger quand même, est-ce qu'il n'y a pas quand même une identité spécifique des protestants dans cette recomposition même, et donc là, peut-être on pourrait prolonger, il y a probablement une conscience de minorité qui joue, et d'une solidarité aussi qui joue entre ces protestants historiques en reflux, mais qui au sein de la Fédération protestante de France, qui réunit la plupart des évangéliques, pas tous, mais la plupart des évangéliques, et les luthéros réformés, méthodistes et baptistes, il y a une solidarité, c'est-à-dire que si, quand ces églises issues de l'immigration sont en but à des tracasseries administratives et souvent fiscales, il y a une solidarité. Hein. La Fédération protestante va défendre ces nouveaux protestants donc qui font, dans la représentation, ils sont quand même de la famille de la minorité protestante. Donc il y a
une conscience de minorité. Il y a aussi la perception de la société globale française par rapport aux protestants qui est un peu ambivalente. Il y a des protestants très intégrés, voilà, on est tous frères, on est bien d'accord. Mais bon, ces protestants étrangers, quand même, il y a quand même une persistance de perception. Ce sont quand même des autres, les protestants. Et aussi cette idée que les protestants, c'est une minorité, mais il y a une sorte d'internationale protestante qui est aussi un peu suspecte, comme la franc-maçonnerie, comme les juifs. Il y a aussi ça qui joue. Il y a cette tradition de résistance, l'affinité élective avec les juifs, qui est aussi probablement caractéristique d'une identité protestante, les valeurs de tolérance et de laïcité qui résonnent autrement, sans doute, chez les protestants d'une manière générale que dans la société globale. Le mot de réfugié aussi, qui sonne pour les protestants en France autrement que sans doute dans la population française en général. Le mot de réfugié, comme en Allemagne. En Allemagne, ceux qu'on appelle les migrants chez nous, ce sont des réfugiés, et réfugiés au sens de ces réfugiés de la révocation de l'édit de Nantes qui ont fait l'Allemagne aussi, enfin, ou en tout cas la Prusse. Le thème de la liberté de conscience, qui est marque d'origine de la réforme protestante et qui a évidemment aussi rebondi après la révocation de l'édit de Nantes et rebondi dans une diaspora du refuge. Tout cela fait sans doute quelque chose un peu difficile à appréhender, mais quelque chose qui fait l'identité encore une identité protestante en France. Effectivement, toute la difficulté, finalement, dès le départ de l'ouvrage, ça a été de savoir, en introduction, ce qu'on allait définir. Est-ce qu'on faisait une histoire des protestants ou est-ce qu'on faisait une histoire du protestantisme en France? Et finalement, quand on réfléchit, c'est pas totalement la même chose. Parce que faire une histoire des protestants, c'est au-delà des divisions, voir quelles sont les valeurs qui peuvent rassembler, on va dire, tous les protestants, à travers ces 5 siècles, ce qui n'est pas forcément une évidence. Voir aussi s'il y a une histoire commune. Et quand on pourrait parler de nation protestante, mais quand on parle de nation, c'est dans le terme originel, c'est-à-dire des personnes qui ont une culture, alors là, une religion, mais qui ont une histoire aussi commune. C'est ça, la nation. Et la nation protestante, dans l'ADN des protestants, on pourrait dire, elle est là. D'accord? Il y a ce sentiment d'avoir vécu quelque chose et d'appartenir à un groupe qui a vécu quelque chose. Ça, c'était définir les protestants, avec des valeurs communes. Définir le protestantisme, ce n'était pas véritablement la même chose. Parce que là, on était plus dans l'institutionnel et effectivement, on aurait eu à faire ces découpages progressifs. Avoir les calvinistes, avoir les luthériens, et puis à avoir le mouvement, le mouvement évangélique ou les évangélistes, et puis à l'intérieur à avoir aussi toutes ces divisions très nombreuses, les baptistes, les pentecôtistes, les méthodistes. Le protestantisme, là, en France, serait perdu. Et donc, on aurait une histoire éclatée où on aurait pu dire, oui, mais attendez, le méthodiste, c'est pas la même chose, parce que lui, il fait différemment du baptiste. Ah oui, puis sur ce point-là, attendez, il y a le luthérien qui fait pas la même chose que le calviniste. On aurait perdu véritablement l'essence du livre. La volonté, justement, c'était de parler des protestants et d'essayer de voir ce qui définissait au minimum, mais bien au minimum, un protestant, avec des valeurs issues, et ça c'est fondamental, du sacerdoce universel, qui part du départ et qui fait que derrière, il y a le livre, il y a la lecture du livre, il y a aussi derrière l'éducation, et toute une série de valeurs qui sont liées, qui sont héritées des origines, et qui font que tous les protestants partagent au moins ce point-là, avec effectivement ensuite des racines qui vont se séparer. Ce qui est intéressant aussi, quand on parle des protestants, c'est qu'on met de côté les différents mouvements dans l'aspect négatif, en disant mais il y a une séparation. Et au contraire, c'est l'ADN du protestantisme qui est intéressant sur ce point-là. C'est que finalement, contrairement, puisqu'on pourrait dire c'est le protestantisme, au départ, c'est une religion contrariée avec le catholicisme. On n'en veut pas. On veut surtout la faire disparaître. Et l'une des premières choses que le protestantisme va retenir, c'est ne pas justement brider
les différentes branches qui vont naître. Et alors, ça ne pose pas de souci au XVIe ou au XVIIe où on a les calvinistes, les luthériens, les zwinglistes, je ne rentre pas dans le détail, mais au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, vont se multiplier comme ça. Et c'est très intéressant de voir que se multiplient comme ça les branches sans qu'il y ait une autorité qui interdise ça. Et ça, c'est proprement une richesse aussi pour un protestantisme, enfin pour les protestants plutôt, pour les protestants qui peuvent, on parlait de protestants athées. On parle assez peu de catholiques athées. Si, ça peut exister, mais personne ne se revendique officiellement, aucun homme politique ne se revendiquera aujourd'hui comme catholique athée. Ben, de peur déjà de froisser les catholiques. Aussi de froisser les athées, mais surtout de froisser les catholiques. Mais on voit mal un catholique. Voilà. Et je vais revenir justement à la figure de Lionel Jospin, qui est justement très intéressante sur cette définition du protestant et sur l'image, finalement, au bout de 5 siècles, que le protestant peut renvoyer. Donc c'est une vraie richesse pour le protestant qui, finalement, s'y retrouvera. Il y a un terreau minimum. Et ensuite, il y a des choix qui vont être faits. Alors c'est sûr qu'il y a des manières de s'exprimer, d'exprimer sa religion totalement différentes entre un calviniste et aujourd'hui un évangélique dans les églises. C'est pas du tout la même chose. Mais ça renvoie aussi, et on parlait de statistiques, ça renvoie aussi parfois à la demande de certains catholiques. Et cette construction de la définition du protestant, je l'ai faite aussi en miroir du catholicisme, qui est, lui, beaucoup plus figé, beaucoup plus bridé, et qui explique aussi en grande partie aujourd'hui la désaffection de certains catholiques pour le catholicisme, qui préfère aujourd'hui, quand on a des sondages, ça a bien été expliqué, Patrick Cabanel l'a bien expliqué, mais quand on a des sondages, oui, je suis croyant, mais je suis plutôt de connotation protestante. Ils ne sont pas protestants, mais ils vont se reconnaître dans certaines idées protestantes. Ils sont de baptême catholique, mais ils vont se reconnaître chez les protestants. La figure de Lionel Jospin, elle est particulièrement intéressante. Parce que quand on a expliqué ce qu'étaient les protestants, avec des valeurs, avec beaucoup de choses qui sont, on va dire, positives, la modernité, on épouse les évolutions de la société, on est très proche des évolutions de la société sur la fin de vie, sur le mariage homosexuel, sur peut-être aussi la PMA, etc. On a Lionel Jospin. Et on a l'image on va dire, du protestant qui est aussi véhiculé par les médias. C'est-à-dire, le protestant, c'est quelqu'un qui est forcément austère. C'est Lionel Jospin. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition. C'est Lionel Jospin. Et alors, je n'ai pas été aussi loin en disant c'est celui qui perd toujours, mais je n'ai pas mis ça dedans. Alors, sérieux, je voyais tout à l'heure des gens qui pensaient les choses. Il a dit ça. J'ai vérifié. Non, j'exagérais. Oui, voilà. Mais on a cette image, finalement, d'une personne, et c'est pour ça que je mettais en garde vis-à-vis de l'histoire totémique, où on ne devait pas s'enfermer dans des personnages. Parce que le dernier totem, le dernier, le plus connu, hein, il y en a d'autres, mais le dernier totem de l'histoire du protestantisme, c'est Lionel Jospin. Et on enferme donc le protestant, l'image du protestant, dans Lionel Jospin, et dans la défaite. Alors que si on prend les débuts de la Troisième République, on a sur 7, on a 5 protestants qui sont au gouvernement. On prend les débuts du septennat de François Mitterrand. On a aussi beaucoup de protestants, mais qui ont réussi. Enfin, qui eux ont réussi, pas eux aussi, qui eux ont réussi. Et il y a des moments comme ça, il y a des flux, ou Rocard, voilà. Oui, bah, il a perdu aussi. On l'a perdu aussi. Mais on a des flux et des reflux. Et à faire de l'histoire totémique, on ne voit pas l'influence sous-jacente des protestants, très importante, dans les débuts de la Troisième République, avec Valdez-Crouteux, etc. Le cabinet de Ferry, qui est intégralement composé de protestants. On minore l'influence des protestants dans la société, qui est, on va dire, l'influence souterraine, mais très importante, et on majore les échecs de Rocard ou de Jospin. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir dans l'identité protestante. On retient aujourd'hui les perdants, alors qu'il y a eu beaucoup d'influence sous-jacente, et on le voit très bien dans les combats de la société aujourd'hui. Et le discours, on peut finir là-dessus, le discours du 22 septembre, il est fondamental. Parce qu'il y a, quand il dit « vous êtes les racines, etc., vous êtes le sang de la France, etc. », il y a quoi derrière? Il y a la préparation des combats, il ne faut pas se leurrer, c'est politique, hein. Il y a la préparation des combats qui vont arriver. Parce qu'il va y avoir la PMA, toutes les questions de société qui vont arriver. Et le but, c'est aussi d'appeler aux
personnalités protestantes pour influer dans le débat de société qu'il va y avoir face au mariage pour tous, à tous ceux qui sont, à certains catholiques qui sont dans le mariage pour tous. Et la volonté, c'est de ne pas se figer dans pour, contre, mais de faire évoluer le débat. Et on est en plein dedans, c'est pour l'année prochaine, c'est pour dans 2 ans, ces questions vont être abordées. Et je pense que, je ne connais pas personnellement l'avis d'Emmanuel Macron sur pourquoi il a fait ce discours, mais il y avait cette volonté d'en appeler justement aux instances, mais pas seulement aux protestants, il a fait aussi la même chose avec les musulmans, d'avoir un vrai discours ouvert sur des questions qui sont des questions de société, mais qui forcément mettent en jeu les croyances religieuses. Oui, ça je pense aussi. Bon, alors c'est peut-être le moment de discuter maintenant avec la salle. Merci d'avoir décrypté notre futur et je passe le micro. Non, mais juste une petite remarque. Moi, quelqu'un qui a été quand même Premier ministre, enfin, il y en a même 2, là, à la fois Rocard et Jospin, bon, peut-être ils ont été battus, mais enfin, bon, Oui. ce ne sont pas des losers. Oui. Hein, ouais, non, je trouve... Non, mais... Ça me choque, vous voyez. Bon, alors, il n'y a pas que le président de la République en France, quand même. Mais la réussite en France, c'est devenir président de la République. Oui, mais c'est le problème. Non, pas forcément, mais l'un et l'autre ont essayé, ont voulu quand même. Politique. Oui. Ils ont raté. Oui, mais ils n'ont pas fait que ça dans leur vie. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Mais on oublie justement, c'est ça qui est intéressant. On oubliera dans 15 ans, 20 ans, on l'oublie déjà, le 97-2002. Personne ne se souvient que 97-2002, c'est 2,5% de croissance. Et c'est un moment où on a ce qu'on a appelé la cagnotte, où on avait un excédent qui était très important, on ne savait pas quoi en faire. Ça, on l'a oublié dans le bilan de Jospin. On a oublié tout ce qui a été fait. Alors, je ne parle pas des 35 heures de l'écologie, on oublie tout. On ne va retenir que la défaite finale, parce que ce qui compte, pour les hommes politiques aussi, c'est la victoire aux élections présidentielles. On va oublier François Fillon, mais on retiendra une seule chose, c'est son échec aux élections présidentielles. Et si on magnifie aujourd'hui Emmanuel Macron, et on le magnifiera encore dans 10 ans ou dans 15 ans, on dira, mais regardez ce qu'il a fait, il a réussi en partant de rien à devenir président de la République. Parce que la fonction présidentielle sous la Ve République, on est dans ce régime qui valorise énormément le président de la République. Qu'on le veuille ou non, mais forcément, on retient le nom des présidents et beaucoup moins celui des premiers ministres. Bon, on pourrait peut-être souligner que la période de Vichy, au fond, fausse complètement la vision parce qu'elle donne des protestants une image de rebelles par rapport au gouvernement qui est exclusivement pour le XXe siècle et même depuis le début de la Troisième République figée sur la période de résistance. Parce qu'en dehors de ça, depuis la Troisième République, les protestants ne sont plus du tout rebelles. Ils affichent, et de nos jours même, je trouve que les protestants les plus en vue dans le monde universitaire et politique affichent clairement l'étiquette de bien-pensants au sens actuel du terme, de sauver la bien-pensance. Ils sont l'image de la bien-pensance et pas du tout de la rébellion. Au XXe siècle, quand vous prenez récemment et même au XXIe. Alors, rebelle au XXe siècle, c'est plutôt dans l'aspect de la société, dans les évolutions de la société. Quand on voit le combat des femmes, il est mené au début du XXe siècle par Avril de Sainte-Croix, Julie Siegfried, qui pousse véritablement pour la reconnaissance des droits des femmes et qui essaie d'obtenir le droit de vote des femmes avant 1914. Ce ne sera pas fait parce que ce sera refusé par le Sénat, mais il y a un rôle qui est un rôle de pression qui est très important et qui va à rebours des évolutions, on va dire des évolutions sociales. Quand on voit les évolutions sur la loi Neuwirth, ce qui concerne l'avortement aussi, les pasteurs sont les premiers à signer des tribunes. Le gouvernement, mais pas l'opinion publique. Pardon, le gouvernement, mais pas l'opinion publique forcément. Oui. Au XIXe siècle, il y avait bien sûr l'Église réformée et l'Église de la Confession d'Augsbourg concordataires, si on peut dire, mais il y avait toutes sortes d'églises libres qui, elles, étaient absolument... alors, elles, on peut dire qu'elles assuraient la fonction rebelle. Voilà, le protestantisme n'a jamais été uniforme, c'est ça aussi. Donc il y a eu aussi
Il ne faut pas oublier les églises libres et qui ont été largement tracassées d'ailleurs sous le Second Empire. Ce qui est À partir de la Troisième République, non, c'est en effet plus le cas, mais ils sont pas de l'État. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'en a pas parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais on parle de rebelles. Mais les protestants n'ont finalement, ça c'est aussi une remarque, hein, on parle de rebelles, mais il y a aussi une fidélité. Il y a deux faces. Il y a une fidélité. C'est-à-dire que les protestants sont souvent présents dans tous les régimes. Et même sous Vichy, au début de Vichy, vous avez un organe de consultation, vous avez des protestants. Couve de Murville, au tout départ, est fonctionnaire pour Vichy, il va partir très rapidement. Mais vous avez dès le départ, vous prenez tous les régimes, vous avez des protestants. Vous prenez la monarchie, ben, vous avez Guizot. Vous prenez la République, vous allez avoir des protestants. Vous prenez ensuite Vichy, il va y avoir des protestants. Et dans tout, au départ au moins, et dans tous les régimes, on va retrouver cette fidélité. Et même sous l'Ancien Régime, on a cette fidélité. C'est-à-dire que les protestants sont avant tout des partisans du roi. D'accord ? Parce qu'ils ont bien conscience que seul le roi peut leur garantir le minimum, enfin un minimum d'exercice de leur liberté. Oui, et c'est surtout en exaltant la monarchie, c'était aussi rabaisser la papauté. Hein, effectivement. C'est ça qu'il faut voir. En tout cas, chez Luther, c'est très clair. Calvin aussi. Surtout dans le gallicanisme français. Oui, c'est une manière de rabaisser l'autorité spirituelle. Merci. Et oui, pour vous, c'est quoi la France? Quand vous dites que les rebelles de la foi sont en France et vous avez dit que les questions à propos de l'internationalisme protestant, vous avez dit oui, j'ai mis que les protestants en France. C'est quoi la France? Et ça existe toujours la même France pendant tous les siècles et tout ça, ou ça change ou non? Très bonne question. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat de fond, mais ce qu'il faut retenir, et c'est un peu la limite que je me suis fixée, parce que l'idée, c'était de donner une vision, on va dire, je ne vais pas dire la plus caricaturale, c'est pas ça, mais la plus claire possible pour un lecteur lambda qui n'est pas forcément ni historien ni protestant. Donc, l'idée, c'était de ne pas donner de cas particuliers pour ne pas fausser la vision. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, pour les provinces conquises, donc la France, bah oui, on pourrait dire que c'est la France d'aujourd'hui, mais entre la France du XVIe siècle et la France du XXe siècle, je n'allais pas donner d'exemple précis sur Strasbourg, ou bien donner le cas des provinces nouvellement conquises sous Louis XIV, qui jouissent effectivement pendant un moment les provinces conquises après 1685 conservent leur liberté religieuse, c'est-à-dire que les protestants, enfin, pas en Alsace, mais au moins dans certaines provinces du Nord, on tolère pendant quelques années les protestants en tant que tels. D'accord ? Donc c'était trop compliqué, si vous voulez, de tomber dans des cas particuliers. Alors j'ai parlé un petit peu de Strasbourg pour le discours de 1879, mais Strasbourg, ça pose, enfin, c'est plus, justement, ce n'est plus dans dans la République, dans la France, dans la République, mais ça pose déjà beaucoup de soucis parce que on crée une faculté de théologie à Paris, sauf que quelle faculté on va reconstruire? Est-ce qu'on met des luthériens qui avaient la majorité? On intègre évidemment des calvinistes, mais quelle place pour les évangélistes qui, justement, dans ces années-là, prennent plus ou moins le pouvoir, enfin, commencent à être une minorité largement présente en France. Et donc, tout le débat et la raison pour laquelle la faculté de théologie de Paris n'est créée qu'en 1879, avec différentes chaires réparties entre les luthériens, entre les calvinistes et les évangélistes, c'est parce que Waldeck-Rousseau, au bout d'un moment, il en a marre. Il arbitre, parce que c'était soumis à plus ou moins élection, il arbitre, et c'est lui qui décide définitivement du nombre de chaires attribuées à chacune des confessions. Donc, vous voyez rien que dans cet exemple-là, où on n'est plus en France, puisque Strasbourg est passé aux mains des Allemands, bah, ça pose déjà beaucoup de soucis. Donc l'idée, encore une fois, c'était de donner un maximum de cohérence et d'éviter, puisque, encore une fois, je fais une histoire vraiment
des protestants, donner ce qui rassemblait le plus les protestants pour éviter ces cas particuliers, alors qu'on trouve dans des thèses ou qu'on va trouver dans des monographies qui concernent l'Alsace ou qui vont concerner le Nord ou d'autres provinces conquises. Là, on va trouver des spécificités, mais la volonté, c'était de faire un ouvrage véritablement grand public où même les non-spécialistes ou les non-protestants pouvaient s'y retrouver de manière assez simple. Ah, on n'a pas parlé, Duplessis-Mornay. Oui, c'est Duplessis-Mornay. C'est un beau dessin de l'agneau. C'est le nom de l'artiste. La date, je ne sais pas si elle est connue. Donc Duplessis-Mornay, qui était donc un compagnon de Henri de Navarre et qui a pris ses distances avec lui à partir du moment où il s'est converti au catholicisme. Duplessis-Mornay, c'était un grand laïc, on va dire, théologien, et qui a écrit des ouvrages théologiques importants, sans être ni pasteur, ni théologien. Et qui est à l'origine de l'institution de l'Académie de Saumur, parce qu'il était gouverneur de Saumur, et il a financé, fondé cette académie qui a formé l'Académie de Saumur, et il y en avait quelques autres. C'était les lieux de formation des pasteurs sous le régime de l'édit de Nantes. Quelles sont ces dates? Alors, elles sont données là. C'est 1549, 1623. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est un peu un pied de nez de mettre Duplessis-Mornay là, enfin pas un pied de nez, mais quand on parle de l'histoire du protestantisme, quand on a au cœur du sujet justement l'édit de Nantes, même si je l'ai évoqué aussi, c'est qu'on parle de l'édit de Nantes comme le monument de la laïcité. Il faut voir que ça, c'est une construction de la Troisième République. Et l'ouvrage sert aussi à démonter, si vous voulez, tous ces monuments que la Troisième République a construit pour avoir une histoire un peu cohérente. En 1598, l'édit de Nantes, notamment par Duplessis-Mornay, quand l'édit de Nantes est pris en 1598, alors déjà, les gazettes étrangères n'en parlent pas. Très peu de personnes en parlent, pour une simple et bonne raison, c'est un nouvel édit, c'est le 8e édit de pacification qui est pris. Ah, il y en aura un 9e, il y en aura un 10e, c'est pas la peine d'en parler. Déjà, on n'en parle pas dans les annales. Autre chose, les catholiques sont ulcérés, parce que le protestantisme n'est pas éradiqué. Les édits précédents avaient totalement éradiqué, les édits notamment pris sous la Ligue, avaient totalement interdit le protestantisme. Et d'ailleurs, Henri de Navarre avait été déchu de ses droits. Et inversement, les catholiques, les protestants, dont Duplessis-Mornay, sont ulcérés. Parce que pour une fois, on a l'occasion d'avoir un roi qui avait, on va dire, qui était protestant et qui a des amitiés protestantes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'édit de Nantes uniquement une exception. Alors qu'il ne faut pas oublier que l'édit de janvier 1562 rendait le culte autorisé pour les protestants. Donc ça mécontente tout le monde. Les protestants sont une exception, ce n'est pas la liberté de culte totale. Il y a des lieux précis où on peut exercer le culte en fonction de la situation passée de 1597, et ça va poser beaucoup de soucis parce que c'était les lieux de culte réputés, alors il va y avoir beaucoup de discussions sur ça, mais personne n'est d'accord. Et c'est la rupture entre les protestants et Henri IV. Il ne faut pas penser que 1598 va conforter les protestants. Les protestants commencent à partir de ces années à avoir des assemblées, à se réunir, parce qu'ils ne sont pas du tout contents de cet édit. Donc c'est une façon aussi, à l'intérieur de l'ouvrage, d'éclairer ces moments qui ne sont pas forcément à l'époque les grandes dates. Si on avait eu à retenir en 1598 ou en 1600 ou en 1610 une grande date, ça n'aurait pas été cette date-là, qui aujourd'hui fait véritablement monument pour le début, on va dire, de la séparation de l'Église, de l'Église et de l'État, ou les débuts de la laïcité.
Il y a deux aspects que vous n'avez pas abordés, mais peut-être que c'est hors sujet, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, encore que. C'est l'aspect missionnaire, c'est-à-dire que l'affaire, la colonisation, en gros aussi, d'un côté, et l'aspect moralisateur. Enfin, pour moi, j'ai étudié les étudiants à Paris au XIXe siècle. Pour moi, l'image des étudiants protestants et du Semeur, par exemple, leur journal, c'est la lutte contre l'alcoolisme, la prostitution. Enfin, il y a un côté moralisateur, peut-être que c'est polémique ce que je dis, mais qui est très attaché quand même au protestantisme, etc. Enfin, il y a des ligues contre La prostitution, l'alcoolisme, contre la l'alcoolisme, prostitution, etc., etc. Alors pour le premier point, effectivement, l'aspect mission n'a pas été abordé. Encore une fois, pour une raison simple, hein, c'est que faire 24 chapitres sur 5 siècles, ça me paraissait, alors je ne vais pas dire accessoire, mais secondaire dans la mesure où peut-être aussi, j'avais vu ça, d'autres historiens travailleront sur ces questions-là, sur l'aspect colonial, où il y aura justement l'aspect missionnaire. Donc je l'avais évacué. Le deuxième point, rassurez-vous, il est traité. Il est traité par l'intermédiaire des femmes. Où on voit les femmes à la fin du XIXe siècle qui vont jouer un rôle essentiel. La plupart de ces femmes, donc les femmes protestantes, les principales animatrices des mouvements féministes, sont au départ des femmes qui luttent ou qui militent pour la morale. Et donc qui sont engagés dans des mouvements contre la prostitution, contre l'alcoolisme. Et à partir de 1905-1907, les fédérations féministes vont avoir deux volets. D'abord l'action pour le droit de vote, mais aussi l'action morale. C'est ce qui a empêché pendant longtemps l'union de deux mouvements. On avait un mouvement qui était surtout politique, qui était porté par les anglo-saxons. On avait un second mouvement qui était surtout, on va dire, moralisateur. Hein. On était dans de l'action publique contre l'alcoolisme, contre le travail de nuit pour les femmes, etc. Et surtout aussi la prostitution. Et les deux mouvements vont finir par se réunir au début du XXe siècle. Mais dans l'ouvrage, on fait justement, vous avez le point qui est fait sur toutes les actions menées par ce comité des femmes françaises. Et on a justement l'aspect enseignement, éducation, morale et beaux-arts et droit de vote. Vous avez évoqué le Semeur, ce périodique protestant qui en effet a une action moralisatrice, mais dans les années 1960, enfin au début des années 1960, c'était le Semeur qui, avec Jean Bobéro, prônait la libération sexuelle et bien avant, enfin c'était les thèmes de mai 68, bien avant mai 68. Donc voilà, le Semeur, voilà, à l'avant-garde de tous les combats.